J'ai 32 ans et je me souviens encore parfaitement du son de la voix de ma mère quand elle m'a dit que je devais me débrouiller pour aller au travail à mon boulot au salaire minimum dans le petit resto du coin. C'était ce ton indifférent, presque blasé, que j'avais entendu toute ma vie chaque fois que mes besoins étaient évoqués. Mais ce qui s'est passé ensuite allait révéler un secret de famille si dévastateur que ça changerait tout ce que je pensais savoir sur l'amour, l'équité et ce que ça signifie d'être valorisé par les gens qui sont censés tenir le plus à vous. Je m'appelle Sarah et je suis l'enfant du milieu dans ce que tout le monde appelait une famille très unie. Ma sœur aînée Rebecca a toujours été la fille parfaite, que des A, le copain idéal, une bourse d'études, le grand jeu. Mon petit frère Michael a eu droit au traitement du bébé, choyé et protégé de toutes les dures réalités. Et puis il y avait moi, qui flottais quelque part entre les deux, qui travaillait 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. Mais je pensais que c'était juste la dynamique familiale normale. Je pensais que toutes les familles avaient leur schéma, leur rôle, leur hiérarchie non dite. Je n'avais aucune idée que je vivais dans un mensonge soigneusement construit qu'il me faudrait 3 décennies pour découvrir. L'incident de la voiture s'est produit pendant une des périodes les plus difficiles de ma vie. J'avais 28 ans. Je travaillais au Murphy's Diner en centre-ville. Je gagnais 7,50 de l'heure plus les pourboires qui couvraient à peine mon loyer dans un studio de l'autre côté de la ville. Ça faisait 6 mois que je marchais pour aller au travail parce que ma Honda pourrie avait fini par rendre l'âme et je n'avais pas les moyens de la faire réparer, encore moins de la remplacer. Chaque matin, je marchais 45 minutes dans chaque sens, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, parce que le bus ne passait pas assez tôt pour le service du petit déjeuner. Ma famille était au courant de ma situation. J'en avais parlé au dîner du dimanche. J'avais demandé si quelqu'un connaissait des voitures d'occasion fiables à moins de 3 000 $. J'avais parlé de comme c'était épuisant de marcher cette distance 2 fois par jour en faisant des doubles services. Les réponses étaient toujours les mêmes, des hochements de tête compatissants et des suggestions de peut-être chercher un meilleur travail, comme si je n'avais pas essayé. Puis est venu le matin qui a tout changé. Je me préparais pour mon service. Je vérifiais la météo parce que des orages étaient prévus. Quand mon téléphone a sonné, c'était ma mère qui appelait plus tôt que d'habitude, sa voix vibrant pratiquement d'excitation. Elle m'a dit qu'elle avait une nouvelle merveilleuse concernant Rebecca. Ma sœur venait juste de décrocher son premier vrai travail après ses études supérieures, un poste en marketing dans une firme prestigieuse du centre-ville. Pour célébrer cette étape importante, papa et maman avaient décidé de lui faire la surprise d'une voiture toute neuve. Pas n'importe quelle voiture, mais une magnifique Toyota Camry argentée, toutes options, avec tous les équipements possibles. J'ai senti mon estomac se serrer quand elle a décrit la fête surprise qu'ils avaient organisée, la grande révélation dans l'allée, à quel point ils étaient fiers des réussites de Rebecca. J'ai réussi à la féliciter et à poser les questions appropriées sur le travail et la voiture, mais à l'intérieur j'étais bouleversée. J'étais là, à marcher des kilomètres pour aller au travail tous les jours, et ma sœur recevait une voiture à 25 000 $ comme cadeau de félicitations. Mais le coup de grâce est arrivé à la fin de l'appel. Presque comme une pensée en passant, maman a mentionné qu'elle avait réfléchi à ma situation de transport. Son conseil était que je devrais probablement envisager d'acheter un vélo ou peut-être voir si des collègues pourraient me déposer. Elle a dit ça avec le même ton désinvolte qu'elle aurait utilisé pour me suggérer d'essayer un nouveau restaurant. J'ai raccroché et j'ai fixé mon reflet dans le miroir de la salle de bain. J'avais l'air fatiguée, plus vieille que mon âge, avec des cernes sous les yeux à cause de l'épuisement physique de ma routine quotidienne. Et pour la première fois, j'ai commencé à me demander si ce que je vivais était vraiment normal. Ce soir-là, j'ai appelé ma meilleure amie Emma, qui avait été ma colocataire à l'université et connaissait bien ma famille. Quand je lui ai raconté l'histoire de la voiture, il y a eu ce long silence au bout du fil. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacée. Elle m'a dit que ce que ma famille faisait n'était pas normal, que le niveau de disparité dans la façon dont ils me traitaient par rapport à mes frères et sœurs était en fait assez choquant à observer de l'extérieur. Emma a commencé à énumérer des choses que je n'avais jamais vraiment reliées auparavant. Comment mes parents avaient payé toute l'éducation universitaire de Rebecca, y compris son master, alors que j'avais travaillé 3 emplois pour payer ma licence. Comment ils avaient offert une voiture à Michael pour ses 16 ans, alors que j'avais dû acheter ma propre Honda d'occasion avec l'argent que j'avais économisé de mon travail d'été. Comment ils avaient aidé Rebecca avec la compte pour son appartement, alors que j'avais du mal à payer mon loyer dans mon studio.
Mais les schémas allaient plus loin que le soutien financier. Emma m'a rappelé ma remise de diplôme universitaire, comment mes parents avaient programmé des vacances familiales pendant ma cérémonie parce que Rebecca avait un entretien d'embauche cette semaine-là. Elle a mentionné comment mes réussites étaient toujours accueillies avec des réponses tièdes, alors que les accomplissements de mes frères et sœurs étaient célébrés avec des fêtes élaborées et des publications sur les réseaux sociaux. Plus Emma parlait, plus je réalisais que ce que je vivais n'était pas le syndrome normal de l'enfant du milieu. C'était du favoritisme systématique tellement ancré que j'avais appris à l'accepter comme naturel. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les fois où je m'étais sentie invisible dans ma propre famille, à tous ces moments où on m'avait dit que mes besoins n'étaient pas aussi importants que ceux des autres. Je pensais aux anniversaires où mon budget cadeau était clairement plus petit que celui de mes frères et sœurs, aux photos de famille où j'étais constamment placée sur le côté, aux conversations où mes opinions étaient écartées ou ignorées. Mais je pensais aussi à autre chose. 3 ans plus tôt, quand ma grand-mère était décédée, j'avais été celui qui s'était occupé d'elle pendant ces derniers mois. J'étais retournée à la maison, j'avais pris un congé au travail et j'étais essentiellement devenue son aide-soignant à temps plein. Mes parents avaient été reconnaissants, louant mon dévouement et mon altruisme. Mes frères et sœurs étaient venus de temps en temps, mais étaient trop occupés par leur propre vie pour aider avec les soins quotidiens. Pendant ces mois, grand-mère avait partagé des histoires sur notre famille que je n'avais jamais entendues auparavant. Elle avait parlé de la fierté qu'elle ressentait face à ma résilience, de comment elle voyait quelque chose de spécial en moi qui lui rappelait elle-même à mon âge. Elle avait mentionné qu'elle avait certaines choses qu'elle voulait s'assurer que je reçoive après sa mort, des documents importants et des souvenirs qu'elle estimait que j'apprécierais et protégerais. Mais après ses funérailles, quand le testament fut lu, j'ai découvert que ma grand-mère m'avait légué significativement plus qu'à quiconque d'autre dans la famille. La majorité de ses biens, y compris sa maison et un compte d'épargne substantiel, m'avaient été laissés. Mes parents avaient semblé surpris mais pas contrariés, disant que grand-mère avait toujours eu un faible pour moi et que mes soins pendant ces derniers mois avaient clairement beaucoup compté pour elle. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que ma grand-mère avait aussi laissé des lettres détaillées expliquant ses décisions, ainsi que des dossiers financiers et des documents familiaux qui brossaient un tableau très différent de la dynamique de ma famille par rapport à ce qu'on m'avait fait croire. Le matin après ma conversation avec Emma, j'ai décidé d'examiner les papiers de ma grand-mère plus attentivement. J'avais repoussé le moment, en partie parce que le chagrin rendait cela difficile, mais aussi parce que j'avais été si occupée par le travail et la survie quotidienne que je n'avais pas eu le temps de tout trier correctement. Ce que j'ai trouvé dans ces boîtes allait anéantir tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Il y avait des relevés bancaires montrant que mes parents recevaient une aide financière substantielle de ma grand-mère depuis des années. Pas seulement de petits cadeaux ou une aide occasionnelle, mais des virements réguliers qui les avaient aidés à maintenir leur mode de vie et à financer les études et les opportunités de mes frères et sœurs. Les montants étaient astronomiques, des centaines de milliers de dollars sur une période de 2 décennies. Mais plus choquantes encore étaient les lettres que ma grand-mère avait écrites à mes parents, des lettres qui n'avaient jamais été envoyées, mais qui étaient clairement des brouillons exprimant ses inquiétudes sur la façon dont ils me traitaient. Elle avait remarqué le favoritisme, la façon dont mes réussites étaient minimisées, tandis que celles de mes frères et sœurs étaient célébrées. Elle avait vu comment j'étais censée travailler plus dur pour moins de reconnaissance, comment mes besoins étaient systématiquement relégués au second plan. Dans une lettre, elle avait écrit à propos de m'avoir vu obtenir mon diplôme universitaire, combien elle avait été fière de mes accomplissements malgré le fait que j'ai dû travailler plusieurs emplois pour payer mes études, et combien elle avait été déçue que mes parents n'aient pas fait de mon éducation la priorité qu'ils avaient faite de celle de Rebecca. Elle avait noté que l'argent qu'elle leur envoyait aurait pu facilement couvrir mes frais de scolarité, tout comme il avait couvert ceux de Rebecca. Une autre lettre détaillait ses observations pendant sa dernière maladie, comment j'avais été la seule à sacrifier ma propre vie pour m'occuper d'elle, tandis que mes frères et sœurs avaient continué leur routine normale. Elle avait écrit sur son désir de s'assurer que j'étais correctement reconnue et financièrement sécurisée, puisqu'il semblait que mes parents n'avaient pas priorisé ma stabilité comme ils l'avaient fait pour Rebecca et Michael. Mais le document le plus dévastateur était une copie d'une conversation que ma grand-mère avait enregistrée avec mes parents quelques mois seulement avant sa mort.
Dans celle-ci, mes parents avaient en fait discuté de leurs préoccupations concernant mes choix de vie, de leur déception face à mon manque d'ambition et de leur conviction que j'avais besoin d'apprendre à être plus indépendante et autonome. La conversation révélait qu'ils voyaient le traitement différentiel comme approprié, croyant que j'avais besoin d'un amour plus dur pour me motiver, tandis que Rebecca et Michael étaient plus naturellement motivés et méritaient leur soutien. Ils avaient discuté de comment trop m'aider pourrait me rendre dépendante, tandis qu'aider mes frères et sœurs était un investissement dans leurs avenirs prometteurs. Ce qui m'avait le plus frappé était la façon dont ils avaient parlé de moi, comme si j'étais une déception qu'ils essayaient de corriger, plutôt qu'une fille qu'ils aimaient et voulaient soutenir. Ils avaient décrit mes difficultés comme des défauts de caractère, plutôt que comme le résultat du fait d'avoir à travailler beaucoup plus dur que mes frères et sœurs pour les nécessités de base. Assise dans mon studio, entourée de ces documents, j'avais l'impression de voir toute ma vie à travers un prisme complètement différent. La cruauté désinvolte de me dire d'aller au travail à pied tout en achetant une nouvelle voiture à Rebecca n'était pas seulement de l'étourderie. C'était partie d'un schéma systématique qui consistait à me traiter comme moins digne d'attention et de soutien. Mais à côté de la douleur est venue autre chose, une validation. Ma grand-mère avait vu exactement ce que je vivais. Elle l'avait documenté, s'en était inquiétée et avait finalement essayé de corriger la situation par son testament. Je n'étais pas trop sensible ou ingrat. J'étais systématiquement sous-évaluée par des gens qui étaient censés m'aimer inconditionnellement. Ce week-end-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'allais confronter ma famille, pas avec de la colère ou des accusations, mais avec la vérité. J'allais leur montrer exactement ce qu'ils avaient fait et leur donner une chance de comprendre l'impact de leur choix. J'ai organisé une réunion familiale, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je leur ai dit que j'avais des choses à discuter concernant la succession de grand-mère et certaines questions familiales qui devaient être abordées. Ils ont accepté de se retrouver chez mes parents le dimanche, s'attendant probablement à des détails administratifs sur les objets hérités ou la paperasse. Quand tout le monde s'est rassemblé dans le salon, j'ai immédiatement senti la dynamique familière. Rebecca faisait admirer ses nouvelles clés de voiture, parlait de son travail et de ses projets. Michael donnait des nouvelles de sa dernière promotion. Mes parents rayonnaient de fierté, posant des questions détaillées sur leur réussite et leurs perspectives d'avenir. Quand la conversation s'est naturellement tournée vers moi, on m'a demandé comment ça allait au travail avec ce ton légèrement compatissant que j'avais entendu toute ma vie. Comment ça se passait au restaurant? Est-ce que je pensais chercher quelque chose avec de meilleures opportunités? Les questions portaient un sous-entendu de déception, comme si ma situation actuelle était en quelque sorte un échec personnel, plutôt que le résultat de circonstances. C'est alors que j'ai sorti les documents. J'ai commencé par les lettres de ma grand-mère, lisant à haute voix des passages qui détaillaient ses observations sur la dynamique familiale. J'ai regardé le visage de mes parents changer, alors qu'ils réalisaient que quelqu'un d'extérieur à leur récit soigneusement construit avait fait attention, avait remarqué les schémas qu'ils s'étaient convaincus être normaux. Puis je leur ai montré les relevés financiers. Les relevés bancaires révélant combien d'aides ils avaient reçues de ma grand-mère, une aide qui leur avait permis de soutenir l'éducation de Rebecca et les opportunités de Michael, tout en me disant que je devais être plus autonome. J'ai exposé les calculs clairement et calmement. L'argent que ma grand-mère leur avait envoyé au fil des années était largement suffisant pour couvrir mes frais d'université, m'aider avec les transports ou me soutenir pendant les mois où je m'étais occupée d'elle. Au lieu de cela, cet argent avait servi à maintenir un mode de vie qui leur permettait d'être généreux avec mes frères et sœurs tout en me refusant leur soutien. La pièce était complètement silencieuse, tandis que j'expliquais comment j'allais au travail à pied pendant qu'ils discutaient de la nouvelle voiture de Rebecca. Comment je mangeais des nouilles instantanées au dîner pendant qu'ils organisaient des fêtes grandioses pour les réussites de mes frères et sœurs. Comment j'avais du mal à payer mon loyer pendant qu'ils aidaient Rebecca avec la compte pour son appartement. Mon père fut le premier à parler. Il essaya d'expliquer qu'ils avaient tenté de m'aider à développer mon indépendance, qu'ils avaient pensé que j'étais plus forte et plus capable de gérer les défis toute seule. Il dit qu'ils avaient été fiers de ma résilience, mais n'avaient pas réalisé que j'avais interprété leur approche comme un manque de soutien. Ma mère ajouta qu'ils n'avaient jamais voulu me blesser, qu'ils avaient essayé de me préparer au monde réel d'une manière qui ne serait pas nécessaire pour Rebecca et Michael. Elle dit qu'ils avaient vu mes difficultés comme quelque chose qui forgeait le caractère, pas comme de la négligence. Mais je n'avais pas terminé. J'ai sorti l'enregistrement de leur conversation avec ma grand-mère, celui où ils avaient discuté de leur déception face à mes choix et de leur conviction que j'avais besoin d'un amour plus dur.
J'ai fait écouter les passages où ils décrivaient le fait de m'aider comme potentiellement nuisible, tout en décrivant le soutien à mes frères et sœurs comme des investissements dans leur avenir. Entendre leurs propres mots leur être rejoués était clairement dévastateur. Ils ne pouvaient pas nier ce qu'ils avaient dit, ne pouvaient pas le présenter comme un malentendu ou de bonnes intentions. Ils avaient été pris en train d'exprimer leurs vrais sentiments à mon égard dans un moment où ils pensaient que personne n'écoutait. Rebecca et Michael étaient stupéfaits. Ils n'avaient jamais réalisé l'ampleur du traitement différentiel parce qu'ils en avaient été les bénéficiaires. Ils avaient supposé que j'avais choisi d'être plus indépendante, que j'avais préféré gérer les choses par moi-même. La nature systématique du favoritisme leur avait été invisible parce qu'ils vivaient du côté privilégié. Mais ce qui suivit fut la partie la plus douloureuse de toute cette confrontation. Au lieu de remords sincères ou de tentatives de comprendre l'impact de leurs actions, mes parents sont devenus défensifs. Ils ont commencé à énumérer toutes les façons dont ils m'avaient soutenu, toutes les fois où ils avaient été là pour moi, tout l'amour qu'ils m'avaient montré tout au long de ma vie. Ils n'arrivaient pas à comprendre que l'amour sans équité n'est pas vraiment de l'amour du tout. Ils ne pouvaient pas saisir que dire qu'ils m'aimaient tout en me fournissant systématiquement moins de ressources, d'opportunités et de soutien était en fait une forme de violence psychologique. La conversation s'est terminée avec ma mère en larmes, disant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me blesser et qu'elle n'arrivait pas à croire que je pensais qu'ils m'aimaient moins que mes frères et sœurs. Mon père était en colère, disant que j'étais ingrate et qu'ils avaient fait de leur mieux avec les ressources qu'ils avaient eues. Mais j'avais trouvé ma voie d'une façon que je n'avais jamais eue auparavant. Je leur ai dit que l'intention n'efface pas l'impact, que les bonnes intentions n'excusent pas les actions nuisibles et que l'amour n'est pas juste un sentiment, c'est une pratique qui demande des soins et un soutien constant. J'ai expliqué que je ne demandais pas d'excuses ou d'explications. Je demandais qu'ils reconnaissent que leur traitement envers moi avait été injuste et blessant et un engagement sincère à changer leur comportement à l'avenir. La réponse était exactement ce à quoi je m'attendais, mais que j'avais espéré ne pas voir arriver. Ils ne pouvaient pas le faire. Ils ne pouvaient pas reconnaître la nature systématique de leur favoritisme parce que cela aurait nécessité d'admettre qu'ils avaient été de mauvais parents pour moi pendant 30 ans. Au lieu de cela, ils ont persisté dans leur récit selon lequel ils avaient essayé de m'aider à développer force et indépendance. Ils ont maintenu que leur approche avait été différente mais pas mauvaise, qu'ils m'avaient préparé à un monde plus dur tout en protégeant mes frères et sœurs de luttes inutiles. C'est là que j'ai réalisé que la conversation était terminée. Non pas parce que nous avions atteint une compréhension, mais parce qu'ils étaient incapables du genre d'introspection honnête qui aurait été nécessaire pour réparer notre relation. J'ai rassemblé mes documents et me suis levée pour partir. Avant de sortir, je leur ai dit exactement ce qui allait se passer ensuite. Je ne participerai plus aux dynamiques familiales qui m'obligeaient à accepter moins que ce que je méritais. Je n'assisterai plus aux réunions de famille où mes accomplissements étaient minimisés, tandis que ceux de mes frères et sœurs étaient célébrés. Je ne serai plus disponible pour fournir des soins et du soutien, tout en recevant du mépris et de la négligence en retour. Je leur ai dit que s'ils voulaient une relation avec moi, ils devraient démontrer par leurs actions qu'ils me valorisaient autant qu'ils valorisaient Rebecca et Michael. Les mots ne suffiraient plus. J'avais besoin de voir un traitement cohérent et équitable et une reconnaissance sincère du mal qu'ils avaient causé. Le silence qui suivit était assourdissant. Personne n'a essayé de m'arrêter quand je suis partie. Personne ne m'a rappelé ou demandé de reconsidérer. Ils sont restés assis là, se disant probablement que j'étais théâtrale ou déraisonnable. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans les semaines qui ont suivi. Sans l'épuisement constant d'essayer de gagner un amour qui n'allait jamais être donné librement, j'ai trouvé une énergie que je n'avais pas eue depuis des années. J'ai commencé à chercher de meilleures opportunités de travail, à établir des contacts avec des gens de mon domaine et à investir dans mon propre développement professionnel. En 3 mois, j'avais décroché un poste dans une agence de marketing qui payait 3 fois ce que je gagnais au restaurant. Le travail était assorti d'avantages sociaux, de congés payés et d'opportunités d'avancement. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne vivais plus de paix en paix. Avec ma situation financière améliorée, j'ai pu déménager dans un meilleur appartement, acheter une voiture fiable et commencer à construire le genre de vie que j'avais toujours voulu, mais que je n'avais jamais cru possible pour moi. Plus important encore, je la construisais selon mes propres termes, sans avoir à mendier des miettes de soutien de la part de gens qui n'avaient jamais valorisé mon potentiel. Mes frères et sœurs me contactaient de temps en temps, perplexes par mon absence aux événements familiaux et préoccupés par la tension persistante.
Quand j'ai expliqué ma perspective, Rebecca a été la première à reconnaître qu'elle avait été aveugle au favoritisme. Elle a admis qu'elle avait toujours tenu le soutien pour acquis et ne s'était jamais demandé pourquoi je semblais avoir plus de difficultés qu'elle. Michael a mis plus de temps à comprendre, mais finalement, lui aussi a reconnu les schémas. Tous les deux se sont excusés pour leur rôle dans cette dynamique, même s'ils étaient enfants quand cela a commencé et l'avaient simplement accepté comme normal. Mais mes parents n'ont pas changé. Ils continuaient à voir mes limites comme une punition plutôt que comme une protection. Ils ont dit aux membres de la famille élargie que je traversais une phase difficile, que j'étais influencée par des perspectives extérieures, que je finirais par revenir à la raison et réaliser à quel point ils m'avaient toujours aimée. La révélation est arrivée environ 1 an plus tard, lors d'une crise familiale qui les a forcés à confronter leur propre récit. Michael avait eu un grave accident de voiture et était hospitalisé depuis plusieurs semaines. Pendant sa convalescence, il avait besoin de soins et de soutien intensif, et mes parents se sont retrouvés dépassés par les exigences de ce rôle d'aidant. Rebecca vivait dans un autre état à ce moment-là, occupée par sa carrière et incapable de fournir une aide pratique. Il se retrouvait exactement dans la situation où j'avais été quand je m'étais occupée de ma grand-mère, sauf que cette fois, c'était eux qui luttaient avec les exigences physiques et émotionnelles de soutenir quelqu'un qu'ils aimaient. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont appelé, pas pour s'excuser ou reconnaître leur comportement passé, mais pour demander de l'aide. Ils avaient besoin de quelqu'un pour rester avec Michael pendant la journée pendant qu'il travaillait, quelqu'un pour aider avec les rendez-vous médicaux et la physiothérapie, quelqu'un pour fournir le genre de soins dévoués que j'avais donné à ma grand-mère. La demande était faite avec la même attente désinvolte qui avait caractérisé leur traitement envers moi toute ma vie. Ils supposaient que je laisserais tout tomber pour aider, que mon travail et ma vie étaient moins importants que leurs besoins, que je sacrifierais ma propre stabilité pour résoudre leurs problèmes. Mais je n'étais plus la même personne qui marchait au travail tous les jours pendant qu'ils achetaient des voitures à mes frères et sœurs. Je n'étais plus la même personne qui avait accepté des miettes d'affection en regardant mes frères et sœurs recevoir leur soutien et reconnaissance. Je leur ai dit que je serais heureuse d'aider, mais que mon aide viendrait avec des conditions. J'aurais besoin d'être rémunérée pour mon temps au même taux que je gagnais à mon travail, puisque je devrais prendre un congé pour fournir les soins. J'aurais besoin qu'ils organisent un soutien de secours pour les moments où je ne serais pas disponible, puisqu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que je fournisse des soins 24 heures sur 24 indéfiniment. Et surtout, j'aurais besoin qu'ils reconnaissent que demander ce niveau de soutien tout en m'ayant systématiquement refusé du soutien était problématique. Leur réaction fut immédiate et prévisible. Ils étaient blessés que je demande un paiement pour aider mon propre frère. Ils étaient choqués que j'impose des conditions au soutien familial. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais si froide et calculatrice face à une crise familiale. Mais j'ai tenu bon. J'ai expliqué que j'avais appris de leur exemple que le soutien au sein de notre famille venait avec des attentes et des conditions. J'avais appris que les besoins de certains membres de la famille étaient prioritaires sur d'autres, que certaines personnes étaient censées donner plus qu'elles ne recevaient et que l'équité n'était pas une considération dans la façon dont les ressources étaient distribuées. Je leur ai dit que s'ils voulaient mon aide, ils devraient me traiter de la même façon qu'ils avaient toujours traité Rebecca et Michael, avec respect, reconnaissance et une compensation équitable pour mes contributions. La conversation s'est terminée avec mon père qui me traitait d'égoïste et ma mère qui disait qu'elle ne reconnaissait pas la personne que j'étais devenue. Ils ont dit qu'ils s'occuperaient de Michael tout seuls, qu'ils n'avaient pas besoin d'aide de quelqu'un qui imposerait des conditions à son soutien familial. Mais en l'espace d'1 semaine, ils ont rappelé. Ils avaient réalisé que gérer les soins de Michael, tout en gardant leur travail et leur propre santé, était impossible sans aide. Ils avaient regardé les services de soins professionnels et découvert que le coût serait considérable. Ils avaient demandé à Rebecca de prendre un congé de son travail, mais elle avait expliqué qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre des revenus pendant sa première année au cabinet. Cette fois-ci, quand ils ont appelé, la conversation était différente. Ils étaient humiliés par la réalité de leur situation, forcés de reconnaître qu'ils avaient plus besoin de moi que moi d'eux. Ils ont accepté mes conditions, bien qu'ils aient clairement détesté devoir le faire. Les 3 mois que j'ai passés à aider pour la convalescence de Michael ont été transformateurs pour nous tous. En travaillant ensemble quotidiennement, mes parents ne pouvaient plus maintenir leur discours selon lequel j'étais égoïste ou ingrate. Ils ont vu de leurs propres yeux le niveau de soins et de dévouement que j'apportais au soutien des membres de la famille, les mêmes qualités que j'avais montrées en m'occupant de ma grand-mère. Plus important encore, ils ont commencé à comprendre le coût de ces soins.
Quand j'ai dû manquer des événements professionnels pour des rendez-vous médicaux, ils ont vu comment cela impactait mon développement professionnel. Quand j'étais épuisée par de longues journées de soins, ils ont vu comment cela affectait ma vie personnelle. Quand j'ai dû décliner des invitations sociales à cause de mes responsabilités, ils ont commencé à comprendre les sacrifices que j'avais faits toute ma vie pour soutenir notre famille. Lentement, presque imperceptiblement, ils ont commencé à me traiter différemment. Ils ont commencé à s'enquérir de mon travail avec un intérêt sincère plutôt qu'une déception voilée. Ils ont commencé à m'inclure dans les décisions familiales et à chercher mes opinions sur des questions importantes. Ils ont commencé à reconnaître mes contributions et à exprimer leur appréciation pour mes efforts. Le changement n'était pas spectaculaire ou soudain, mais il était constant. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être vue et valorisée comme un membre égal de la famille plutôt que comme quelqu'un qui devait gagner leur amour par le service et le sacrifice. Le vrai tournant est arrivé quand Michael a été complètement rétabli et n'avait plus besoin de soins quotidiens. Mes parents m'ont demandé de rester pour dîner, quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait pendant les mois où j'avais aidé. Mais cette fois, l'invitation semblait différente. J'avais l'impression qu'ils voulaient vraiment ma compagnie, pas juste mon assistance. Pendant ce dîner, mon père a fait quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. Il m'a remercié, non seulement pour l'aide apportée dans les soins de Michael, mais pour tout ce que j'avais fait tout au long de ma vie pour soutenir notre famille. Il a reconnu qu'il avait tenu mes contributions pour acquises et qu'il avait échoué à reconnaître à quel point j'avais sacrifié pour être là pour tous les autres. Ma mère a suivi avec sa propre reconnaissance. Elle a dit qu'elle avait réfléchi à notre conversation de l'année précédente, au schéma que j'avais souligné et à l'impact de leur choix. Elle a dit qu'elle avait été sur la défensive parce que faire face à la vérité sur leur traitement envers moi était trop douloureux, mais que me voir prendre soin de Michael l'avait forcé à confronter son propre comportement. Elle m'a dit qu'elle était fière de la personne que j'étais devenue, non pas malgré les défis que j'avais affrontés, mais à cause de la façon dont je les avais gérés. Elle a dit qu'elle avait réalisé que ses tentatives de m'endurcir avaient en fait été une forme de négligence et que ma force et ma résilience étaient mes propres accomplissements, pas le résultat de leur stratégie parentale. Mais le moment le plus significatif est arrivé quand ils ont demandé mon pardon. Pas le genre d'excuse théâtrale conçue pour qu'ils se sentent mieux, mais une reconnaissance authentique du mal causé et un engagement à faire mieux à l'avenir. Je leur ai dit que le pardon n'était pas quelque chose que je pouvais accorder en un seul moment, mais quelque chose qui devrait être reconstruit par des actions cohérentes au fil du temps. J'ai expliqué que j'étais prête à travailler sur la réparation de notre relation, mais que cela nécessiterait un effort continu de nous tous pour briser les schémas qui avaient endommagé notre famille pendant si longtemps. C'était il y a 3 ans. Notre relation aujourd'hui n'est pas parfaite, mais elle est honnête. Mes parents ont travaillé pour me traiter avec le même respect et soutien qu'ils ont toujours montré à mes frères et sœurs. Ils ont reconnu l'impact de leur comportement passé et ont fait des efforts authentiques pour changer leur approche de notre dynamique familiale. Plus important encore, j'ai appris à me valoriser indépendamment de leur approbation. J'ai construit une vie qui reflète mes propres priorités et valeurs, entourée de personnes qui m'apprécient et me soutiennent de manière constante. J'ai établi des limites qui protègent mon énergie et mon bien-être émotionnel, et j'ai arrêté d'accepter moins que ce que je mérite de qui que ce soit. La voiture qui a déclenché tout ce voyage semble insignifiante maintenant comparée à tout ce que j'ai gagné. Je conduis un véhicule fiable que j'ai acheté avec mon propre argent d'un travail qui valorise mes contributions. Mais plus que cela, j'ai appris que ma valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres choisissent de me traiter, mais par la façon dont je choisis de me traiter moi-même. Si vous regardez ceci et reconnaissez des schémas similaires dans votre propre famille, je veux que vous sachiez que vous n'imaginez pas les choses. Le favoritisme est réel et son impact sur votre estime de soi et vos opportunités de vie est considérable. Vous méritez d'être valorisé et soutenu, non pas parce que vous l'avez mérité par un service exceptionnel ou un sacrifice, mais parce que vous êtes un être humain digne d'amour et de respect. Établir des limites avec des membres de la famille qui vous ont systématiquement sous-estimé n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour votre santé émotionnelle et votre épanouissement personnel. Vous n'avez pas à accepter moins que ce que vous méritez juste parce que quelqu'un fait partie de votre famille. Vous n'avez pas à être reconnaissant pour des miettes d'affection tout en regardant d'autres recevoir un soutien abondant. Le parcours qui va de la reconnaissance du favoritisme à l'établissement de limites saines est difficile et souvent douloureux.
Il vous oblige à abandonner l'illusion que votre famille va soudainement changer et commencer à vous traiter comme vous avez toujours mérité d'être traité. Il vous oblige à vous valoriser suffisamment pour exiger un meilleur traitement, même quand cette exigence est accueillie par de la résistance ou du rejet. Mais de l'autre côté de ce parcours se trouve une vie où vous êtes valorisé pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez offrir. Une vie où vos réussites sont célébrées, vos difficultés sont soutenues et votre valeur n'est jamais remise en question. Une vie où vous êtes entouré de personnes qui choisissent de vous aimer de manière cohérente et équitable. Cette vie est possible pour vous, tout comme elle est devenue possible pour moi. Cela commence par reconnaître que vous méritez mieux et se termine par créer le type de relations et de circonstances qui reflètent votre vraie valeur. Avez-vous vécu du favoritisme dans votre propre famille? Comment l'avez-vous géré et quels conseils donneriez-vous à d'autres dans des situations similaires? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls dans ces expériences est le premier pas vers la guérison et le changement. Et si cette histoire vous a touché, pensez s'il vous plaît à vous abonner et à la partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin d'entendre que leurs expériences sont valides et que le changement est possible. Construire une communauté de soutien pour les personnes qui ont vécu des dysfonctionnements familiaux est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire les uns pour les autres. Rappelez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres choisissent de vous traiter. Vous méritez l'amour, le soutien et le respect, et vous avez le pouvoir de créer une vie qui reflète ces valeurs. Le parcours n'est pas facile, mais il vaut chaque pas.